Bonjour à tous, Côte d'Ivoire, sciences politiques, théorie et pratique. Nous en parlons sur Afro Pertinent. Kémy Seba, bonjour. Bonjour ma chère. Vous avez beaucoup manqué aux téléspectateurs et ils sont certainement très ravis de vous retrouver. Je peux vous dire qu'ils m'ont manqué énormément aussi, même si ça vous me trouvez. On peut me trouver sur ma page officielle Facebook, on peut me trouver dans la rue de manière générale, mais la télévision Vox Africa reste, quoi qu'il arrive, l'endroit idéal pour communiquer dans tous les foyers en Afrique francophone et dans la diaspora. Alors Kémy Seba, vous vous êtes déjà plusieurs fois prononcé donc sur la situation que vit la Côte d'Ivoire et ceci au fur et à mesure que la crise évoluait. Vous avez même pris le risque donc de séjourner dans ce pays, dans un contexte assez complexe. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les derniers événements qui continuent de secouer la Côte d'Ivoire? Ma très chère sœur, ma très chère Nadège, et mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices, on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans, au préalable, si vous permettez, rendre un hommage profond, intense, à un homme qui était le symbole africain du respect de la Constitution, qui était le symbole africain du respect des institutions et qui était le symbole africain du respect du pouvoir au peuple. Cet homme, c'était le président ghanéen Jerry Rawlings. Il est mort il y a peu et je ne peux pas parler d'une situation aussi complexe que celle qui se trouve en Côte d'Ivoire sans rendre hommage à un homme qui est le contraire extrême de ce que nous pouvons voir à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. C'est important de le préciser. On pourrait aussi, et j'en profite, rendre hommage à ATT, l'ancien président malien, paix à son âme, qui était un grand homme, qui a fait ce qu'il pouvait pour remettre le Mali sur de bons rails. Et les grands politiciens nous quittent les uns après les autres, au moment où ceux qui, à mon sens, ne vont pas forcément dans une direction qui va dans le cadre de l'élévation, eux, plus que jamais, continuent de perdurer. Donc il est important qu'on puisse dresser une réflexion, faite, comme vous l'avez dit, de théorie et de pratique, mais en ayant une vision globale du contexte dans lequel nous sommes installés. Comme le monde entier le sait, le problème principal actuel qui se trouve en Côte d'Ivoire, le problème de surface, parce que quand il y a une situation scientifique, une situation politique, et la politique, science, scientia, connaissance politique, participation à la vie de la cité, on doit être capable de connaître le contexte et le contenu de la situation. Le contexte, précisément, c'est le viol de la Constitution. Alassane Dramane Ouattara se présente pour un 3e mandat, alors qu'à la base, la Constitution prévoyait qu'un président ne puisse faire maximum que 2 mandats. Alassane Dramane Ouattara a violé la Constitution ivoirienne aux yeux du monde entier et aux yeux de toute la population. Mais malheureusement, malgré que toute l'opposition ait su se réunir contre Alassane Dramane Ouattara, vous remarquerez qu'au sein de la population, ça n'a pas été une confrontation, ou du moins ça n'a pas été toute la population ivoirienne qui est sortie. Loin de là. Il faut qu'on puisse être capable de le dire avec froideur et efficacité. Et la froideur et l'efficacité nous poussent à analyser que si une bonne partie de la population n'est pas sortie pour protester contre ce 3e mandat, il y a déjà beaucoup qui ont peur par rapport à la ministre des Microbes, c'est une réalité. Mais il y a aussi d'autres qui haïssent, et j'en ai rencontré beaucoup, qui haïssent profondément Alassane Dramane Ouattara, mais qui ne se sentent pas aptes à sortir pour répondre au mot d'ordre de l'opposition. Et il faut qu'on puisse être capable de parler de cela. Parce que quand on veut lutter contre un ennemi, il faut être capable d'analyser l'armure qu'il porte, le bouclier qu'il a, le cadre qui le protège. Et si on est capable de le déposséder de son armure, du cadre qui le protège, de son bouclier, on est capable de l'atteindre. Et le bouclier d'Alassane Dramane Ouattara, le cadre qui le protège, c'est que Alassane Dramane Ouattara s'est fait passer de manière frauduleuse pendant trop d'années comme le défenseur de populations exclues du Nord. Et on ne peut pas, et je le répète avec force, on ne peut pas parler de cette crise ivoirienne, de cette crise du 3e mandat, si on n'est pas capable de revenir à la genèse, parce que c'est cette genèse qui fait qu'aujourd'hui encore, alors qu'Alassane Dramane viole la Constitution, des gens ne sortiront pas pour protester contre lui, non pas parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils ont l'impression qu'un certain nombre de blessures n'ont pas été réglées. Et quand on dit ça, il y a certains ignorants qui n'ont pas la capacité de la complexité analytique, idéologique et politique, qui vont vous dire « Ah, si tu parles de complexité, ça veut dire que tu es avec Ouattara, des imbéciles. »
sur lesquels je ne vais même pas revenir. Alassane Ouattara est notre ennemi politique numéro 1, je le dis avec simplicité. Le diable en sciences politiques aujourd'hui, dans la situation actuelle en Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais si on n'aborde pas ce sujet, et je sais que quelqu'un comme Laurent Koudou-Gbagbo, après tout ce qu'il a vécu à la haie, je peux vous assurer, sans faire de prophétie, mais avec une analyse politique de fond, que Laurent Gbagbo, lorsqu'il va revenir, son discours sera celui-ci. Le dialogue intercommunautaire. La volonté de penser toutes les plaies. Et vous verrez que Laurent Gbagbo reviendra dans cette direction-là. C'est sûr et certain. Parce que celui qui ne met pas le doigt sur ce problème laisse au pion de l'impérialisme français qu'est Alassane Dramane Ouattara le soin de se présenter comme le défenseur, comme le justicier masqué qui préserve le Gotham City que serait la Côte d'Ivoire et lui serait le Batman tropical. Et pourtant, il est celui qui a contribué au morcellement ou à l'accentuation de ce processus de balkanisation qui était déjà présent dans le cadre du contexte de la colonisation. C'est grâce à ça que le diable Ouattara prospère aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et quand moi je viens, parce que beaucoup de gens parlent, oui, faire la révolution, ils sont cachés à Château d'Eau ou à Gare du Nord en France. Moi je suis descendu, je suis venu du Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire, alors que je suis recherché, je suis interdit de territoire du Togo, j'ai traversé le Togo. Je suis interdit de Côte d'Ivoire, haï par Ouattara, expulsé l'année dernière au motif que j'étais une menace grave pour l'ordre public. Je suis venu quand même. Parce que j'avais besoin d'être sur le terrain. Parce que je m'oppose au troisième mandat. Mais je m'oppose au troisième mandat, non pas parce que uniquement, oui, je suis pour une histoire de 2 mandats maximum, etc. Si Thomas Sankara était vivant, je voudrais qu'il fasse 30 mandats. Mon problème n'est pas le nombre de mandats. Mon problème est qui fait le mandat. Kadhafi a fait un nombre incalculable de mandats. Kadhafi était un grand homme. Même s'il y a un certain nombre de critiques qu'on peut évidemment lui apposer. Et donc, quand je viens évidemment parce qu'il y a le viol de la Constitution. Mais je viens surtout parce que la prolongation de Ouattara au pouvoir sera la prolongation de la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, si Sankara devait prendre plusieurs mandats, vous ne m'aurez jamais entendu dire « Oh, viol de la Constitution de Thomas Isidore Sankara » parce que Sankara était un guide éclairé. C'est comme ça que ça se passe. Mais Alassane Ouattara, son maintien au pouvoir, c'est le maintien du néocolonialisme français. C'est dans ce cadre-là que je viens. Mais lorsque j'arrive, j'appelle et j'organise une mobilisation à Anono, une zone du côté d'Abidjan. Les personnes qui s'opposent à moi, qui me disent non, meeting interdit, sont des gens de l'opposition, en disant je ne veux pas avoir de problème avec le pouvoir, c'est la veille des élections. Or, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire la mobilisation. Et un certain nombre de stratégies étaient prévues à ce moment-là. Mais dès lors que le responsable coutumier n'a pas été d'accord, même si par la suite il s'est excusé, il faut aussi être capable de le dire et de le reconnaître, et nous l'avons entendu, nous ne voulions pas rentrer dans un conflit avec les autorités coutumières. À côté de ça, dans tous les rendez-vous que j'ai avec les différents responsables de l'opposition, certains sont actuellement en prison, d'autres sont actuellement dehors, mais je ne vais pas les fragiliser en donnant leur nom. Certains m'ont très bien reçu, d'autres un petit peu plus doucement. Et donc, dans le cadre de ces rencontres, j'ai été surpris, on ne doit pas se cacher, on se dit les choses. Que certains me disent que le problème c'est Alassane, pas la France-Afrique. Qu'il y a dans la France, au sein de ces partis politiques, des gens qui peuvent être des bons alliés. Et je réfléchis. Je me dis, mais se souviennent-ils que la France-Afrique, de De Gaulle jusqu'à Mitterrand, en passant par Emmanuel Macron, que la France-Afrique n'a jamais changé ses intérêts sur le continent africain? Ils demandent, pire, à ce que le président Emmanuel Macron intervienne dans la crise ivoirienne, que le président de la France intervienne dans la crise ivoirienne pour appeler à un peu plus de justice. Mais se souviennent-ils que Dramane Ouattara a été installé en détruisant la Côte d'Ivoire par la France? Et donc le diable installe quelqu'un et vous appelez au téléphone, le diable, s'il te plaît, peux-tu nous aider à résoudre le problème? Mais le diable vit de votre chaos. Le diable vit de votre chaos. Et donc, tant qu'on ne comprend pas, tant que l'opposition, certains, une minorité, parce que d'autres ont compris, mais tant que certains de l'opposition se focaliseront
en disant le problème ce n'est pas la France-Afrique. On peut appeler la France-Afrique à la rescousse. On peut appeler la France à la rescousse. Mais le problème, c'est le Burkinabé Dramane. Je peux vous assurer qu'on passera à côté du problème parce que Dramane ne pérore, ne brille que parce qu'il est soutenu par la France-Afrique. Et si vous voulez, si chacun veut que le peuple puisse se réunir dans sa globalité en Côte d'Ivoire, sortir dans les rues, comme ça a été fait dans différents pays du printemps arabe, comme ça a été fait au Mali, pour faire tomber Ibeka, il faut que toutes les parties du peuple se sentent concernées politiquement et qu'on cible le vrai problème. Le vrai problème, c'est la France-Afrique. Et si le peuple sort parce qu'on lui dit que le problème est la France-Afrique, Alassane Ouattara tombera, parce que Alassane est le plus grand représentant de la France-Afrique. Mais pour ce faire, il faut que l'opposition comprenne qu'elle doit jouer son va-tout sur ce terrain-là, en se situant précisément contre cette France-Afrique et non pas comme des gens qui attendent du gouvernement français une aide que le gouvernement ne leur donnera jamais. Et donc si la France-Afrique tombe, Alassane Ouattara tombera parce qu'il est son plus grand serviteur aujourd'hui en Afrique francophone et dans le monde. Il faut qu'on puisse être capable de le dire simplement. Mais dès lors qu'on ne cible pas Alassane par rapport à la base qui est la sienne et qu'on se trompe, qu'on se focalise sur des micro-événements qui ne sont rien d'autre que la résultante d'autres événements qui l'ont précédé, on n'avancera jamais. Et c'est ça le but de Ouattara. Ouattara, vous ne remarquez pas qu'à chaque fois qu'il est attaqué, alors qu'on a toutes les raisons d'attaquer Ouattara, il joue sur le terrain de la victime. Ah, on m'attaque parce qu'il y a ce sentiment de xénophobie. Parce que j'ai un nom, il m'appelle le Burkinabé. Et quand Ouattara joue cette carte-là, trop d'Ivoiriens se sentent concernés par cette stigmatisation parce que beaucoup estiment l'avoir vécu. Mais si on fait en sorte que tous les Ivoiriens sont concernés, qu'ils soient malinqués, qu'ils soient sénoufos, qu'ils soient bêtés, qu'ils soient baoulés, qu'ils soient abourés, si on leur dit à chacun d'entre eux, nous sommes tous africains et notre ennemi c'est le néocolonialisme français et le représentant numéro 1 du néocolonialisme français c'est Alassane Ouattara, le peuple va sortir. Dire oui, ce n'est pas le sujet c'est le viol de la Constitution. Mais posez-vous la question pourquoi les gens ne sortent pas globalement? Pourquoi on n'est que dans des micro-fractions, des micro-oppositions? Elles sont présentes. Mais si c'était une contestation massive, populaire, tout le peuple serait sorti. Et c'est parce que beaucoup de gens, même quand ils haïssent Ouattara, ne se sentent pas rassurés par ce qu'ils voient au sein de l'opposition. Et donc il doit y avoir une introspection. Quelqu'un d'intelligent, et j'en ai eu beaucoup, je ne vais pas citer les responsables politiques qui m'ont contacté récemment, mais les responsables politiques, certains de l'opposition, m'ont contacté et m'ont félicité pour les dernières sorties. Parce que eux ont compris que ce que je suis en train de dire, c'est pour aider l'opposition à battre Ouattara, à vaincre Ouattara, à arrêter Ouattara. Parce que la stratégie de Ouattara, c'est quoi? C'est la stratégie de l'enlisement. Là, ce qu'il veut, c'est le gouvernement d'union nationale. C'est ça qu'il veut. Pour se maintenir au pouvoir, rester le plus longtemps possible. Et après, il va transmettre la balle, ça va devenir, la Côte d'Ivoire va devenir une sorte de Liban. Avec différentes entités de différentes ethnies qui vont être les représentants de telle ou telle région. Ça va être un melting pot. Alors que le vrai problème est que Ouattara ne doit pas être là, normalement. Il y a plein de gens du Nord qui sont compétents, qui sont souverainistes en Côte d'Ivoire, qui aiment leur patrie, qui ne vendent pas leur patrie à la France. Il y en a plein. Mais tant qu'on laisse Ouattara et qu'on ne règle pas la question véritable de cette ivoirité qui a été déformée, parce qu'à la base, l'ivoirité, principe philosophique noble de Nyangoran Porquet, un individu extrêmement brillant, qui valorisait toutes les cultures présentes sur l'espace ivoirien, et qui disait que c'est l'addition de ces cultures qui faisait en sorte que la Côte d'Ivoire existait. Cette philosophie était noble. Mais quand le pion de l'oligarchie néocoloniale, de l'oligarchie occidentale, est placé Premier ministre de la Côte d'Ivoire, au moment où Houphouët est proche de sa mort, certains, pensant que la meilleure façon de le bloquer était d'utiliser la question de l'ivoirité, ont pris hors de son contexte l'ivoirité et l'ont présenté dans une dynamique excluante qui a arrangé les oligarques d'une autre partie de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle des oligarques multiples et variés, mais il y avait aussi dans le Nord des gens qui avaient une théorie précise. La balkanisation de la Côte d'Ivoire arrange ceux qui veulent piller les ressources
de cette Côte d'Ivoire. Mais quand vous rentrez dans une maison, si vous voulez cambrioler quelqu'un, la meilleure façon de le cambrioler, c'est de créer une diversion. C'est qu'il y a une tension dans la maison, c'est qu'il y a des gens qui se disputent dans la maison. Et pendant que les gens se disputent au salon, vous allez dans l'armoire et vous allez voler. N'est-ce pas? C'est des conseils que je vous donne. L'oligarchie française connaît cette méthodologie à la perfection. La balkanisation de la Côte d'Ivoire n'est pas née en 90, elle est née bien longtemps avant dans la structuration même de ce pays, sous l'égide coloniale. Elle a été par la suite accentuée par différents agents d'influence qui ont été placés à des postes stratégiques pour que le sentiment d'exclusion des uns puisse avoir des représentants frauduleux alors que la question du sentiment d'ostracisation existait. Et il y a un adage qui dit de l'ostracisation de l'homme par l'homme naît la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance. Certains ont ressenti ça. Et certains n'ont jamais ressenti qu'il y avait un dialogue, un discours qui permettait que tout le monde se sente concerné. Et c'est sur cette zone d'ombre que le mal a pu prospérer. Charte du Nord, ivoirité, des concepts détournés, déformés, mal utilisés, qui, lorsqu'ils vont dans la direction, justement, de la fragmentation, permettent au peuple d'être divisé. Alors que toutes ces fragmentations, tous ces fragments, toutes ces parties qui sont divisées, pourraient se réunir contre celui qui tire les ficelles. Si on devait faire un dessin, il y a en haut une entité qui dirige qui s'appelle le point F, la France. Il y a ici une partie qui s'appelle le pouvoir, le parti au pouvoir. Il y a ici une partie qui s'appelle l'opposition. Opposition, pouvoir, France. F, P et O. N'est-ce pas? En bas, il y a le peuple. Au lieu de tous s'unir contre le O, qui est le F, la France, certains sont dans une dynamique de se battre de manière horizontale, plutôt que d'être dans une lutte verticale. Or, le peuple n'attend qu'une seule chose, c'est l'union des forces contre l'oligarchie occidentale. C'est ça que les peuples africains attendent. Qu'ils soient malinqués, qu'ils soient sénoufos, qu'ils soient baoulés, qu'ils soient bêtés, etc., qu'ils soient anis. C'est ça qu'ils attendent. Le peuple en Côte d'Ivoire et en Afrique de manière générale en a marre d'être dans des querelles régionales, dans des querelles ethniques, etc., etc., etc. Et par conséquent, il est important, pour faire tomber Alassane Ouattara, de faire en sorte que toute la population ivoirienne se sente concernée. Non pas uniquement par la chute de Ouattara, l'homme Ouattara, mais par la chute du système qui soutient Ouattara. Un système qui a nourri aussi des gens de l'opposition. Un système qui doit être éradiqué si on veut véritablement qu'il y ait une élévation et une libération de la population. Mais si on ne va pas dans cette direction, jamais on ne connaîtra une cessation du conflit qu'il y a dans la nation ivoirienne. Et c'est ça mon message. J'étais venu pour empêcher, contribuer. Il faut bien qu'on précise les choses, parce que certains ignorants, encore une fois, dans leur fantasmagorie de Gare du Nord, n'ont pas forcément une bonne compréhension des enjeux. J'étais venu en Côte d'Ivoire parce que, disons les choses, beaucoup de personnes de l'opposition m'ont envoyé des gens pour me rencontrer à Cotonou, pour m'expliquer la situation. Mais je suis venu de moi-même. Je suis venu. J'ai rencontré des gens, un certain nombre de gens au sein de la société civile, au sein de la classe politique. J'ai voulu rencontrer des gens de toute ethnie, majoritairement de l'opposition, même en totalité de l'opposition, ou alors sans parti, mais tous opposés au président Alassane Ouattara, mais de toute ethnie. Et la synthèse que j'en ai tirée, c'est qu'on ne peut pas battre Alassane Ouattara si on n'est pas capable de le ôter du cadre dans lequel il a pu prospérer. Et c'est pour ça que je redis à tous mes frères et sœurs, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre religion, l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire et du continent africain, en tout cas dans sa zone entre guillemets dite francophone, là aussi entre guillemets il faut insister,
c'est le néocolonialisme français. Et je souhaite que dans des temps proches, la nouvelle insulte à la mode en Côte d'Ivoire ne soit pas le Burkinabé, le Nigérien, l'étranger, mais que l'insulte à la mode soit l'agent ou le soldat du colon français. Doit être ça l'insulte à la mode. Et si cette insulte à la mode doit être prononcée, Alassane Ouattara doit être le vainqueur et le détenteur du trophée parce que c'est l'agent numéro 1 du néocolonialisme français. C'est lui qui empêche, qui a empêché pendant un temps, parce qu'on vient dans un processus qui fait en sorte que grâce aux pays de la zone anglophone, quoi qu'il arrive, le franc CFA va cesser. Mais celui qui s'est opposé plus que de raison et qui trouve des stratégies pour maintenir la présence française, c'est Alassane Ouattara, qui a donné le titre foncier pour le camp militaire du 43e BIMA en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des bases ivoiriennes en France? Non. Mais on leur laisse avoir un territoire chez nous durablement. Vous me direz, Alassane ne fait que remercier ceux qui l'ont posé là. Et c'est pour ça que je ne comprendrai jamais quand certains de l'opposition appellent la France pour venir les aider dans cette situation. Certains même leaders d'opinion qui vont demander la protection de certaines de l'ambassade française. Je ne peux pas le comprendre. La France-Afrique est l'ennemi. L'oligarchie française est l'ennemi. Que vous soyez Bété, Abouré, Sénoufo, Malinké, nous sommes tous frères. Concentrons-nous sur le véritable ennemi qui soutient Alassane Ouattara. Si dans ce que j'ai dit là aujourd'hui, dans cette émission qui va passer dans tous les foyers, qui passe dans tous les foyers au moment où elle est diffusée en Afrique francophone, si dans ce que j'ai dit là, certains ne comprennent pas, c'est que véritablement, l'Afrique sera mal partie. Merci à vous, Kémy Séba. C'est moi qui vous remercie, Nadège. Côte d'Ivoire, sciences politiques, théorie et pratique. Nous en avons parlé donc sur Afro-Pertinent. Kémy Séba, vous êtes revenu de long en large donc sur la jeunesse de cette crise que traverse donc la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien. Au revoir.